Pour 10 minutes, Monsieur le Président Mélenchon, comme vous le savez. Merci, Monsieur le Président. Collègues, cette proposition de loi prolonge devant la représentation nationale la revendication d'un mouvement populaire dont, quel que soit l'avis qu'on en a, chacun sait qu'il marquera l'histoire de la patrie. Quelque chose de nouveau s'est exprimé, insaisissable, qu'on ne peut faire rentrer dans aucune des cases que ceux d'entre nous qui ont le plus d'expérience ont connu et manié dans le passé si longtemps. Ni à une famille politique, ni à un espace social particulier, bref. Soudain, il s'est avancé devant nous. Et parfois, nombre d'entre vous, qui en sont des passionnés, j'en suis certain, ne l'ont pas reconnu. C'est le peuple. C'est une vieille histoire que celle-là. Et ce moment de la vie de l'Assemblée nationale comptera dans cette histoire. Notre tour viendra. Le tour de ce qu'on appelle aujourd'hui les Gilets jaunes viendra. Et les référendums d'initiative citoyenne viendront. Ils sont inéluctables. Inéluctables. C'est un franchissement démocratique comme l'a été auparavant tout simplement le droit du peuple de voter, puis le droit des femmes de voter, le droit des juifs d'être citoyens, le droit des comédiens d'être citoyens et les autres grandes œuvres de la Grande Révolution de 1789. C'est une vieille histoire. Elle a commencé en 492 avant notre ère, lorsque, se retirant sur l'Aventin, le petit peuple de Rome, écrasé d'impôts, refusa de continuer à travailler, tant et si bien que, d'une revendication sociale, on passa à une revendication politique. Ils eurent le droit d'élire des tribuns du peuple dont la personne était sacrée. Nul n'avait le droit de les interpeller, nul n'avait le droit de les perquisitionner, nul n'avait le droit de les embastiller, pour que leurs paroles restent définitivement libres. Elle se prolonge ensuite dans la Révolution de 89, lorsqu'on pose la question du veto. Y a-t-il quelque chose au-dessus de la volonté du peuple? La réponse à cette question sempiternelle, qui fait que tant d'entre vous, à intervalles réguliers, se sentent obligés de montrer du doigt, de suspecter la folie, la brutalité qui serait consubstantielle au peuple. Cette question a déjà été posée une fois. Le roi a-t-il un droit de veto par rapport à une loi décidée par le peuple? Le roi se lève, il demande que ceux qui sont pour le veto se mettent à sa droite, car ce sont les élus de Dieu et son pouvoir vient de Dieu, et que les autres, les mécréants, les damnés, les mauvais, se mettent à gauche, puisque leur direction préférée est l'enfer. Et à ce moment-là, les nôtres ont été majoritaires. Et depuis ce jour-là, nous affirmons, conformément à la leçon de nos anciens, il n'y a pas de pouvoir supérieur à celui du peuple. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais à nos yeux. Alors, bien sûr, d'où tirerait-il un fil conducteur dans l'histoire qui vaudrait raison à lui tout seul? Eh bien, des droits de l'homme. Il n'y a pas de pouvoir supérieur à celui du peuple, mais il n'y a pas de principe supérieur à ceux des droits de l'homme. Assemblez les deux et vous avez l'idée française. Vous avez l'idée d'une république qui n'est pas la définition donnée de la nation par d'autres peuples qui nous environnent. Chez nous, la République fonde la nation, je vais expliquer pourquoi en quelques instants. Nos voisins allemands écrivent sur leur Assemblée nationale « dem deutschen Volk », ce qui signifie le peuple allemand, le peuple au sens de Volk, c'est-à-dire de l'ethnie, de la coutume, de la langue. Rien de tout ça ne fonctionne en France. La France n'est pas définie par une religion, il y en a 5. Elle n'est pas définie par une couleur de peau. Elles y sont toutes représentées. Elle n'est pas définie non plus par une langue, il s'en parle plusieurs, au point que la Constitution est nécessité de rappeler que la langue commune, et j'en suis heureux, est la langue française. La France est définie par autre chose, le contrat politique qui constitue son peuple, la nature du lien qu'il y a entre chacun d'entre nous, liberté, égalité, fraternité. C'est le contrat politique qui fonde la patrie. Et c'est parce que c'est un contrat entièrement politique qu'il nous faut réfléchir à chaque génération à la manière de garantir la souveraineté du peuple, sachant, comme l'a dit de manière immortelle Saint-Just, que le peuple parle en maître jusqu'à ses gouvernements s'ils le négligent. La France est et ne peut être autre chose qu'une république. La République fonde la nation. La République, c'est un mot qui dit res publica, la chose commune. La chose n'est commune que si chacun s'y met. Nous sommes malades à mort, mes chers collègues.
quand on aperçoit une élection législative avec 50% d'abstention. Cela signifie qu'une nouvelle fois, comme en 492 avant notre ère, le peuple s'est retiré sur l'Aventin. Il ne participe pas à la décision parce qu'il lui paraît qu'en toutes circonstances, elle sera injuste. Nous sommes minés par l'abstention. C'est le moment de répondre à cette crise majeure. Et une nouvelle fois, c'est le peuple qui a donné la réponse, partant d'une protestation sociale aussi vieille que la France. Protestation contre l'impôt. L'impôt, bien sûr, quand il est injuste. Et qui va dire ici qu'il est juste, tel qu'il est aujourd'hui? Eh bien, alors, puisqu'il s'agit de répartir l'effort entre tous, ceux qui donnent le plus protestent et disent « ce n'est pas juste ». Il y en a qui ne donnent rien ou qui ne donnent pas assez, tandis que d'autres sont conduits à donner tout. Et partant de là, surgit la revendication politique. C'est de cette manière qu'est née la République. C'est de cette manière que naît le référendum d'initiative citoyenne. Nous essayons de répondre à une crise par un moyen institutionnel. La Ve République est née en tant que nouvelle constitution pour répondre à une crise majeure, celle de la nécessité de se séparer de 13 départements français. Il fallait alors qu'il y ait une autorité telle, il fallait que se combinent la légitimité historique et les moyens institutionnels pour prendre une décision de cette nature. Mais aujourd'hui, cette institution qui a été la manière de régler une crise devient le sujet de la crise, ainsi qu'en atteste l'abstention croissante. La France n'est plus la même aujourd'hui que celle qu'elle était en 1958. En 1958, 40% du peuple français vivait à la terre et de la terre. C'est à peine 20% aujourd'hui. Le peuple a changé par sa manière de vivre. Le peuple, à l'époque, était tel que 10% seulement de ses membres étaient gradués de l'enseignement supérieur, puisque le premier grade est le baccalauréat. Et aujourd'hui, nous en sommes bien plus loin, 60, 70%. 78% pour être précis. Et ainsi de suite. Il n'y avait à l'époque qu'un Français sur 5 qui est un Français sur 10 qui avait un grand-parent étranger. Aujourd'hui, c'est 1 sur 5. Le peuple a été profondément, intensément modifié par son mode de vie, par l'ouverture sur le monde. C'est le moment qu'il se ressaisisse de lui-même. C'est cela que signifie un référendum d'initiative citoyenne. En France, plus qu'ailleurs, plus que n'importe où, parce que c'est la nation politique de l'Europe. Le peuple se constitue en devenant constituant. En se reconnaissant à lui-même des droits, il se définit. Voilà le sens des référendums que nous vous proposons. Nous essayons de marier la stabilité institutionnelle, sans laquelle on ne peut gouverner personne, et certainement pas ces 65 millions de têtes dures, et le droit permanent du peuple d'intervenir dans les affaires publiques. Tel est le sens du référendum d'initiative citoyenne. Stabilité des institutions, capacité permanente du peuple d'intervenir. Alors après, bien sûr, on y met des quotas, un nombre de signataires, des moyens, toutes sortes de choses qui organisent cette nouvelle liberté. Ce ne peut être l'Assemblée générale permanente, ni la manifestation quotidienne. Mais c'est tout cela que contient notre initiative. Entendez-la pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, non pas une autoproclamation de notre part, comme l'a dit si sottement la ministre, du fait que nous serions le peuple, quelle idée. Nous ne sommes pas une avant-garde, nous n'avons jamais été avant-gardistes. Ni non plus, je ne sais quelle peur que nous agiterions de voir surgir des hordes de gens qui prennent des décisions, parce que telle est la manière dont certains se représentent le peuple. Le peuple est sage. Vous n'avez pas d'exemple qu'il ait voté des sottises. Vous n'avez pas d'exemple qu'il ait voté des crimes. Pourquoi voudriez-vous qu'il le fasse à l'avenir, plus instruit qu'il est maintenant que jamais? Le peuple est bon, parce qu'il a en lui une sagesse qui parfois peut exaspérer par sa lenteur, mais il a en lui une sagesse, telle que le grand Jaurès disait « Il n'y a pas de question plus importante ni plus centrale pour un Français, un républicain et un socialiste que la question de la souveraineté politique du peuple. » Toute la vie politique est rassemblée et ramenée à cette idée que le peuple, et lui seul, est souverain. J'espère que mon plaidoyer aura au moins ébranlé quelques certitudes d'après lesquelles il faudrait avoir à l'égard du peuple une méfiance que décidément nous n'entendons pas. Nous lui proposons de retrouver ses droits en certaines circonstances, de proposer pouvoir législatif, d'abroger pouvoir de suppression.
de révoquer, fussent les élus, quels qu'ils soient, du conseiller municipal au président de la République, et enfin d'être constituant. Alors, oui, c'est vrai, madame, nous conspirons, si c'est comme ça que vous voulez appeler la chose. Nous sommes opposés aux institutions de la Ve République en faisant remarquer à nos amis qui en ont été les défenseurs, nos collègues, que cette Ve République que vous avez aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle qui fut fondée en 1958, ni par le peuple, ni par son contenu. C'est le moment et c'est l'heure de la Sixième République. Le peuple français ne se sortira pas de l'ornière dans laquelle il est sans avoir auparavant tout refondé, tout redessiné, tout redécidé. Merci beaucoup, monsieur.